N'avez-vous pas remarqué une véritable mode par rapport au love room? Eh bien moi oui. Alors, pour être plus précis, une love room, évidemment, c'est une location courte durée, entre guillemets, suralimentée, et où, contrairement au but de la location courte durée, où ça va être d'avoir les réservations les plus longues possibles, là, à l'inverse, sur les love rooms, on va chercher à aller enchaîner les nuitées. Et effectivement, d'un point de vue, on va dire strictement business, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Oui, mais voilà, il y a certainement quelques problèmes auxquels vous n'avez peut-être pas réfléchi, et je ne vous dis pas de ne pas faire de love room, je veux simplement, au travers de cette vidéo, vous mettre en garde par rapport aux différents risques auxquels vous pourriez vous confronter dans le cadre où vous adopteriez cette stratégie. Et évidemment, je soulève ces problèmes parce que je suis déjà rentré en communication avec des personnes qui ont rencontré justement ces problèmes. Tout d'abord, et pour commencer, le voisinage et la copropriété. Dites-vous bien que ce phénomène en réalité existe depuis quelques années, et d'ailleurs, les premières love rooms, on les a rencontrées il y a de ça maintenant 4 ou 5 ans, sur même des villes entre guillemets moyennes de Franche-Comté, mais ces propriétaires ont pour la plupart compris qu'il y avait un gros problème, notamment au niveau du voisinage. Parce que oui, voyez-vous, lorsque vous vendez de la love room, lorsque vous vendez du temps de ce style, eh bien disons que les personnes qui vont rentrer dans vos logements, les personnes, vos clients entre guillemets, vont avoir à cœur de s'en donner justement à plein poumon pour leur expérience toute particulière. Et par conséquent, eh bien, peut-être que Christiane qui habite juste en dessous n'a peut-être pas envie de savoir comment s'appelle votre cliente. Et par conséquent, il y a des chances que Christiane, par exemple, prenne son balai et commence à taper gentiment sur son plafond pour expliquer à votre cliente qu'elle doit faire moins de bruit. Eh bien ça, c'est un problème qui est assez peu soulevé, et donc attention à ça parce que évidemment ce type de location pose déjà des problèmes, notamment lorsqu'il n'y a pas spécialement de love room. Déjà en location courte durée, eh bien vous avez des copropriétaires qui sont réfractaires à ça, et d'ailleurs pour la petite information, j'ai même eu en termes de transactions des gens qui refusaient d'acheter parce que justement ils avaient vu une boîte à clés et qu'ils avaient compris qu'il y avait une location courte durée dans la copropriété. Donc ça veut vraiment dire que ça a un impact quand même assez fort. Et imaginez maintenant qu'ils découvrent que ce n'est pas une location courte durée, mais que c'est bel et bien un institut de love room. Eh bien, à ce compte-là, je vous assure que vous allez avoir une quantité non négligeable de copropriétaires qui va venir se retourner contre vous lors de votre exploitation. Donc je vous dis d'y faire très attention. J'ai même eu déjà un témoignage où j'ai eu quelqu'un qui avait appelé la police. Et ce quelqu'un, il habitait où? Il habitait dans l'immeuble en face de la love room. Pour vous dire à quel point, ça pose des problèmes, non seulement pas que dans la copropriété, mais également au niveau du voisinage, parfois carrément d'un quartier. Parce que oui, les personnes qui vont aller là-bas, les couples légitimes ou illégitimes, vont vouloir rentabiliser leur nuit, vous avez bien compris. Et donc on arrive au deuxième problème, évidemment, que dans la mesure où ça hurle un petit peu au sein de votre établissement, évidemment qu'il va falloir isoler phoniquement votre bien. Non seulement il va falloir faire une isolation phonique, mais de manière générale, on a besoin d'agrémenter un petit peu les soirées un peu particulières que vous allez proposer, notamment par exemple avec un hammam, avec un jacuzzi, avec de l'eau, d'une certaine manière. Et à ce compte-là, évidemment qu'il va falloir voir au niveau de la technicité si c'est possible. Donc vous allez avoir des coûts qui vont être beaucoup plus forts en termes techniques. Peut-être qu'il va falloir faire venir un architecte d'intérieur, peut-être qu'au niveau de la plomberie, ça va quand même coûter assez cher. Vous avez des équipements qui vont venir gonfler la note. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que une fois que vous aurez fini votre business model, une fois que vous aurez levé toute votre dette, est-ce que une love room à cet endroit-là ne dépasse pas la valeur potentielle max de votre secteur? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je me suis déjà retrouvé confronté à une personne qui a acheté dans une ville moyenne de Franche-Comté, je ne vais pas nommer bien évidemment, et qui cherchait à vendre donc du coup son nouveau business à 200 000 euros. Oui, mais voilà, le prix moyen du secteur était à 1500 euros du mètre carré. Et quelle était la surface de ce bien-là? 65 mètres carrés. Vous l'aurez compris, on est donc ici sur un bien qui est particulier, effectivement, qui est absolument magnifique, mais où, d'une part, il s'est passé des choses, on va dire pas très catholiques, pour rester poli, et d'autre part, il n'y avait plus de chambres, puisque ça avait été fait en loft, et donc du coup, la structure complète de l'appartement, qui était à la base un appartement d'habitation, a complètement été refaite. Et par conséquent, il a été, entre guillemets, massacré d'un point de vue de l'habitation en lui-même, pour tout simplement être optimisé par rapport à cette nouvelle activité. Et par conséquent, on a des vrais problèmes par rapport à la revente de ce type de bien, bien qu'effectivement il soit correctement isolé phoniquement, bien qu'il y ait effectivement des installations très particulières et qu'il y ait une décoration absolument magnifique. Oui, mais voilà, lorsque l'on vend de l'immobilier, on vend avant tout de l'habitation. Or là, vous vendez un business. Et des gens qui veulent rentrer sur ce business et, entre guillemets, mettre leurs pattes, il n'y a pas tant que ça. Par conséquent,
attention à la valeur potentielle max de votre bien. Il faut quand même que vous soyez sur un marché où le prix au mètre carré puisse supporter les investissements que vous allez faire, sous peine de quoi vous allez être scotché avec votre bien pendant des années. Donc je vous demande s'il vous plaît d'y faire attention, sous peine de quoi ce bien-là, tout simplement, les investissements que vous aurez mis, vous aurez juste tout enlever, essayer de remettre une cloison pour recréer une chambre, pour pouvoir tout simplement le vendre normalement. Donc attention à ça, notamment par rapport aux valeurs potentielles max, parce que oui, créer ce genre de bien, ça coûte très très cher. Faites-y simplement attention, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, troisième problème, l'entretien. Disons que déjà de manière standard, si vous vous lancez dans la location courte durée, on va dire standard, sans parler de choses un peu particulières, de manière générale, ce que j'ai observé sur les gens qui se sont lancés là-dedans, c'est qu'au bout de 18 mois, en général, les gens craquent et rebasculent leurs biens en location meublée. C'est d'ailleurs le phénomène que l'on observe aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont lancés dans la location courte durée, par exemple en 2022 ou 2023, et c'est pour ça que vous avez plein de meublés qui sont en train d'arriver aujourd'hui sur le marché de la location, tout simplement parce que ils en ont marre de faire le ménage. Et donc, dites-vous que votre gestionnaire qui, entre guillemets, même pas profiter, on va dire, des loyers qu'il y avait, en général, une gestionnaire, lorsqu'elle est tenace, elle va également tenir 18 mois, mais de manière plus standard, une gestionnaire, on va dire que ça tient plutôt entre 6 et 12 mois. On a du mal à recruter des personnes pour faire ce type de bien. Déjà en location courte durée, de manière générale, les gestionnaires craquent assez vite. Pourquoi? Parce qu'elles doivent avoir une disponibilité relativement large et elles ne sont payées qu'entre guillemets à la tâche pour des salaires qui ne sont pas forcément mirobolants. Et donc là, vous allez demander à une personne d'aller passer potentiellement effectivement un peu plus genre tous les jours, parce que normalement, effectivement, le but du jeu, c'est d'enchaîner les différents clients au sein des différentes nuits. D'ailleurs, sur le business model, il y a même des gens qui louent ça pendant 2 ou 3 heures, un peu à la japonaise. Bref, je change, vous avez compris l'idée. Mais là, dites-vous que vous allez avoir une gestionnaire qui va savoir qu'elle va devoir passer derrière des gens qui ont fait des choses un petit peu bizarroïdes durant toute la nuit. Et donc, j'ai remarqué que la résilience de ces gestionnaires sur ce type d'établissement, et j'ai des témoignages également là-dessus, c'est en général 3 à 4 mois, pas beaucoup plus. Donc attention à ça, vous pourriez avoir des vrais problèmes de personnel, et dans la mesure où vous faites de l'immobilier normalement pour se libérer du temps, pour avoir quelque chose de quand même assez dur à mettre en place, mais ensuite que les choses tournent et qu'on a entre guillemets du temps à se dégager, là ça peut être exactement l'inverse dans la mesure où vous allez vraiment avoir de la ressource humaine à aller chercher assez fréquemment parce qu'en général ça saute. Donc essayez de trouver votre gestionnaire en amont de votre projet, sous peine de quoi, vous risquez, vous, de passer derrière tous les clients que vous avez gentiment invités chez vous. Ça, c'était le troisième point. Enfin, le quatrième point, on va aborder un côté un peu plus juridique. Est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous n'avez pas le droit de faire les choses? Très souvent, dans les love rooms, je remarque qu'il y a des personnes qui vont dire, par exemple, je pourrais vous apporter, si vous le désirez, le japonais du coin, ou un thaï, ou bref, ce que vous voulez, pour pouvoir tout simplement augmenter un peu la note. Parce que c'est ça le but du jeu de la love room, c'est d'augmenter la note, d'augmenter en fait le panier moyen de la nuitée. Oui, mais voilà. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Moi, je n'en suis pas si sûr et j'ai tendance à dire que moi, pour être sûr de ne pas avoir de problème, rien sur la peau, rien dans la bouche. Si demain, vous avez une cliente ou un couple de clients qui tout simplement tombe malade suite à ce que vous leur avez donné à manger, vous pourriez avoir de gros problèmes. Il y a aussi tout le sujet au niveau de l'alcool. Il me semble qu'il y a des licences à passer pour pouvoir vendre certains alcools et par conséquent, attention, vous n'avez pas le droit et je vois beaucoup de personnes qui proposent ce type de service. Or, ça me paraît un peu borderline parce que c'est pas possible. Par ailleurs, il y avait aussi tout ce qu'il va y avoir au sujet de la TVA. Là, vous avez une véritable activité commerciale, donc attention, là, vous entretenez des biens, vous faites du turnover journalier, vous avez donc un service entre guillemets journalier. Et attention, parce qu'on pourrait venir aussi vous chercher des noises à cet endroit-là. Donc d'un point de vue juridique, faites-y quand même attention, faites-vous accompagner par un expert comptable, faites-vous accompagner par un juriste, faites-vous accompagner par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Honnêtement, il n'y en a pas des masses, donc faites-y gaffe parce qu'effectivement, il y a un vrai danger juridique là-dessus. Et si demain, effectivement, on va dire que le législateur français décide de cibler ce type d'activité parce qu'il y en a trop, c'est tout votre business model qui peut tout simplement tomber à l'eau. Ce n'est pas quelque chose de serein, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis des années. Donc, s'il vous plaît, faites-y attention, renseignez-vous bien avant, parce que là, vous avez une véritable activité commerciale. Mettez-vous en règle pour ne pas avoir de problème majeur. Et enfin, cinquième et dernier point, et celui-ci, personne ne l'aborde, et je suis quand même franchement surpris, la saturation. Mettons que dans une ville, vous ayez une love room, ma foi, qui tienne, effectivement, sur une zone, on va dire, sur un rayon de 10 km, il y en a une dans une petite ville de Franche-Comté, passe encore. Mettons que maintenant, il n'y en ait pas qu'une, mais qu'il y en ait déjà ne serait-ce que 5.
c'est le même produit, le même service. Alors évidemment, l'expérience peut être un peu différente, mais peu importe. Eh bien, vous allez voir que des clients, il n'y en a pas non plus à l'infini. Et je tiens à répéter quand même que sur les différents secteurs de France, il y en a de plus en plus. Donc déjà que la location courte durée est déjà saturée dans bien des villes moyennes de Franche-Comté, je parle évidemment pour la Franche-Comté, imaginez maintenant pour les love rooms, sachant que l'on vend quand même quelque chose de très très particulier. Il n'y a pas forcément des clients autant que pour la location courte durée, qui est un marché qui est déjà saturé. Pensez à la saturation de ce marché-là en particulier. Mettons que sur une petite ville comme Vesoul, eh bien, il y en ait une, passe encore, qu'il y en ait 5, c'est déjà plus difficile. S'il y en a 10, c'est pas compliqué, eh bien, le marché est complètement saturé. Et honnêtement, on voit des phénomènes de saturation dans certaines villes. J'ai eu des personnes qui m'ont appelé par rapport à ça. C'est pour ça que je vous en parle, et c'est un problème dont personne ne parle. Donc, la Love Room, je dis oui, effectivement, si vous mettez bien ça d'une bonne manière, on va dire que si vous arrivez à prendre un bien en monopropriété et que vous avez un endroit, parce que c'est entre guillemets un peu votre délire, que vous faites ça, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après tout, vous n'aurez pas de problème de copropriété, et si vous arrivez à faire ça un peu en extérieur de ville, vous n'aurez pas de problème de voisinage non plus, passe encore. Encore faut-il que vos autres locataires, dans la mesure où c'est un immeuble de rapport, l'acceptent également. Je veux bien. Dans la mesure où vous êtes sur une monopropriété, que vous avez refait un bâtiment, à la limite, la valeur potentielle max, c'est vous qui a dominé, et vous pouvez avoir des échelles de grandeur, des échelles, des réductions d'échelle, du fait que vous, par exemple, vous rentrez sur un immeuble. À ce compte-là, pourquoi pas? Parce qu'il faut tout rénover d'un coup. À ce compte-là, pourquoi pas? Sur l'entretien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, essayez vraiment d'anticiper ça en amont. Et tout ce qui apparaît sur quelque chose de plus juridique, j'ai envie de vous dire, eh bien, écoutez, à la limite, faites une structure pour l'acquisition et créez une véritable activité commerciale pour garder ça et essayez d'y intégrer directement la TVA et vos différentes licences pour pouvoir vendre, entre guillemets, ou de l'alcool ou de la nourriture, parce que tout simplement, tout ça c'est très très encadré et ça peut être quelque chose de dangereux, sans compter les assurances en plus dont personne ne parle non plus. Donc faites-y ultra attention, essayez de créer une structure commerciale qui va exploiter tout ça, qui va peut-être louer cette love room, je n'en sais rien, mais en tout cas faites-y ultra attention et entourez-vous de personnes qui comprennent ces choses-là. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de nouveau et il est possible que tout simplement il y ait un législateur qui à un moment dise stop. Et par conséquent, il faudra que ces vibrations de marché, entre guillemets, juridiques, eh bien, vous puissiez y survivre si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que oui, l'immobilier, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'y faire attention. Et évidemment, en termes de saturation de marché, ça, j'ai envie de vous dire, eh bien, on verra bien ce qui se passe. Toujours est-il que la location courte durée, ça marche toujours, dans la mesure où on fait les choses de manière un petit peu différente, ça marche toujours. Si vous faites des choses de standard, c'est pas compliqué, tout est saturé. Mais en tout cas, essayez vraiment de créer une expérience parfaitement unique pour que, entre guillemets, vos concurrents qui vont venir vous piquer cette idée, eh bien, ne puissent pas vous récupérer si facilement dans la mesure où vous avez créé une autorité locale. Voilà ce que je voulais dire un petit peu par rapport à cette mouvance des love rooms en particulier. Vous n'êtes pas obligé forcément de vendre du sexe, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, parce qu'on vend du sexe lorsque l'on vend une love room. Essayez d'avoir d'autres expériences. D'ailleurs, si moi je devais ouvrir un établissement de ce style, j'essaierais d'éviter ce type d'exploitation, enfin ce type, on va dire, de thème, pour aller sur d'autres thèmes qui me paraissent quand même plus raisonnables, je sais pas, le cinéma, des autres choses, qui attirent aussi des gens qui sont spécialisés, entre guillemets, et qui sont prêts à dépenser également beaucoup d'argent. Essayez d'y penser, essayez de vous creuser la soupière pour éventuellement proposer autre chose. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce business des love rooms, parce que j'en entends vraiment de plus en plus parler, et j'ai eu des personnes qui m'ont appelé en accompagnement pour pouvoir faire ça. Donc, je donne ici mon point de vue, on va dire de manière un peu globale. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un lien WhatsApp sur lequel vous pouvez cliquer si vous désirez en parler. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!